C'était ça. Voilà, bon après-midi à tous. Je pense que nous allons devoir démarrer notre activité de ce jour. Comme vous le savez tous, que chaque lundi, nous avons notre activité de formation continue. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir, un rendez-vous pour pouvoir apprendre quelque chose de nouvel, parce qu'il y a longtemps, dans nos différentes institutions de formation, nous avons appris, les notions ont avancé. Maintenant, nous devons avoir de nouvelles évidences et nous remettre à chaque instant à jour. Et aujourd'hui, de manière spéciale, nous allons suivre un exposé sur les options de traitement et de prévention de la COVID-19. Et cet exposé, nous allons le présenter, le suivre avec Dr. Bob Lubamba, qui est présenté, qui est Dr. Bob Lubamba. Voilà, Dr. Bob Lubamba est originaire de la RDC, mais basé aux États-Unis d'Amérique. Dr. Lubamba est fondateur et président de, je ne connais pas comment dire cette abréviation ici. Comment, Dr. Lubamba? SCIBIOIX, une entreprise américaine qui évalue les... SciBioX. SciBioX, OK. Une entreprise américaine basée, une entreprise américaine qui évalue l'efficacité et la toxicité de nouveaux médicaments en phase préclinique dans un modèle unique qui mime les organes humains. Son entreprise fournit des services d'experts conseils en matière de recherche scientifique. Dr. Lubamba détient un doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques à l'Université catholique de Leuven, donc à Bruxelles, en Belgique. Il est détenteur de plusieurs prix scientifiques internationaux. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques de très grande renommée, comme je le disais le matin. Il est directeur du programme de mentorat de STEM DRC Initiative qui essaye de promouvoir les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques chez les jeunes filles en RDC. Sa présentation est tellement longue, mais ça, c'est l'essentiel de ce que nous pouvons connaître de Dr. Lubamba. Alors, nous allons demander à ceux qui nous rejoignent de pouvoir directement muter leur micro, et cela pour nous permettre de pouvoir suivre l'exposé. Nous allons accorder directement la parole à Dr. Lubamba qui va exposer. Nous allons lui dire de prendre son temps pour que nous puissions suivre et en bénéficier. Dr. Lubamba, vous avez la parole. Merci, Dr. Edoumo. Donc, comme le Dr. Edoumo l'a dit, j'ai un background en biomédical et pharmaceutique. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la manière dont on développe les médicaments. Ça veut dire que comment on trouve la maladie et on procède pour arriver aux médicaments. Ce sera des médicaments déjà connus et certains qui ne sont pas connus. Et aussi, je vais vous donner certains médicaments naturels, l'idée de certains médicaments naturels. Je vais vous donner l'idée de certains médicaments naturels qui vous permettraient quand même, afin d'aider les patients à prévenir cette maladie de la COVID-19. Le but est que
étant donné qu'on est aux États-Unis, je dois rapporter tous les bénéfices, tout ce que je fais pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, comme le docteur Edoumou l'a dit, je pense que c'est le prochain slide. Donc, je suis fondateur et président de CyberX. C'est là où je détiens ma ressource pour vivre et où je fais mon travail pour lequel je suis payé. Et également, je suis directeur de STEM, du programme de mentorat de STEM DRC Initiative. Je suis reviewer de journaux scientifiques. Je m'assis sur le board d'un journal en immunologie. Je fais partie de la société de immunologie et mucose de European Respiratory Society, European Cystic Fibrosis Society et American Heart Association. Cette manière de présenter est de dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les compagnies, les produits ou tout ce dont je vais parler. Je vais parler de quoi? Je vais parler de la COVID-19, mais chez les enfants. Prochaine diapo, quand on regarde chez les enfants, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la COVID-19 chez les enfants est à très faible niveau. Ça veut dire quoi? Quand on voit aux États-Unis et au Canada, le pourcentage des enfants atteints de la COVID-19 est de 1,7% par rapport à tous ceux qui ont été diagnostiqués avec la COVID. En Chine, ce pourcentage est assez élevé, il y a 2,2. En Europe, on a une moyenne de 1,2%. En Australie, 4,5, qui est quand même élevé. Et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud, nous n'avons rien. On n'a pas de données, donc. Et en Russie également, nous n'avons pas de données. Il est très difficile de parler des enfants. Mais ce qui nous concerne le plus est que quand on voit que les écoles chez les enfants, pour les enfants, sont fermées pour éviter la COVID-19, on se pose la question avec un taux aussi bas. Est-ce que les enfants ayant la COVID-19, c'est eux qui partagent la COVID-19 ou tous les enfants ayant la COVID-19 ont été détectés parce qu'un des parents ou un membre de famille avait été détecté positif pour la COVID-19? En ce qui concerne la présentation clinique, ce que les enfants, la plupart du temps, ont, ils ont la fièvre, la toux, le congestion nasale, le souffle un peu coupé, court, et ils disent souvent mal à la gorge. Ce qui n'a rien de particulier parce que pour tous les parents, ils savent qu'on rencontre beaucoup ces symptômes chez les enfants. Et qu'avant la COVID et maintenant, on a toujours les mêmes symptômes chez les enfants. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la perte de sensation d'odorat et de goût. Les enfants n'ont pas beaucoup d'appétit, ce qui est aussi commun chez les enfants. La nausée et les peines abdominaux, la diarrhée. Ce qu'il y a de particulier avec la COVID-19, c'est les douleurs musculaires. Mal de tête, on connaît ça chez les enfants, et les fatigues. Donc, afin de détecter cette maladie chez les enfants, on a toujours tendance à dire, est-ce que vraiment cet enfant a la COVID-19 et que je dois emmener chez le médecin ou je peux garder parce que c'est ce qui se passe la plupart du temps chez les enfants. Dans ce cas-ci, les parents qui ont pour la première fois des enfants, quand ils observent ces symptômes, ils vont directement courir chez le médecin afin de demander « mon enfant est malade, qu'est-ce que je dois faire ?» Je suis parent et je sais, pour mon enfant, l'enfant avait la fièvre. J'étais chez le pédiatre quasiment tout le temps pour vérifier. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Donc, ensuite, nous avons les symptômes cliniques. Donc, la plupart du temps, les enfants, on les considère comme asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun symptôme. 4% de ces enfants ont aucun symptôme. Ils jouent, ils mangent, ils n'ont pas de fièvre, ils n'ont rien. On a des symptômes également, ce qu'on appelle mineurs, comme la fièvre,
la fatigue, les douleurs musculaires, une petite toux. Ça, c'est une grande partie. Mais quand on y réfléchit, les parents n'emmènent pas leur enfant voir un médecin pour ces cas-là. Et après, on a les formes modérées où nous avons des symptômes de pneumonie. On a des images, l'image pulmonaire quand on fait une radio où on voit des petites taches au niveau des poumons. Après, nous avons une forme sévère qui représente quand même 5%, où on a une diminution de l'oxygène au niveau du sang et au niveau des tissus, et une très perte de respiration. Les formes cliniques, ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les hôpitaux, sont la difficulté de respirer. Donc, les enfants sont sous respirateur. On rencontre que 6%. 0,6%. À ce jour, il n'y a aucun traitement pour la COVID-19. Aucun traitement. La plupart sont en recherche clinique, mais nous n'avons aucun traitement pour la COVID-19. Le type de traitement, c'est basé la plupart du temps sur les symptômes. Quand un enfant a la fièvre, on va lui donner un médicament contre la fièvre. Ça peut être un paracétamol, la buprofène. Quand l'enfant fait de la diarrhée, on va trouver. Donc, la plupart des traitements, c'est la combinaison de beaucoup de médicaments qui, à la suite, sera utilisé pour traiter ainsi la fièvre, la toux ou d'autres symptômes. Je vais vous faire maintenant un rappel comment la COVID-19 fonctionne ou comment nous sommes affectés par la COVID-19. Par la respiration, le virus SARS-CoV-2, et vous pouvez le SARS-2 qui va arriver au niveau de cellules alvéolaires et qui vont pénétrer grâce à un récepteur. En entrant dans la cellule, elle relâche son ARN qui va se multiplier et on aura une production massive de virus qui vont être sécrétés dans le milieu respiratoire et qui vont déclencher les différents systèmes immunitaires. En déclenchant les systèmes immunitaires, ce qui fait, le corps aime bien avoir cette balance. La balance qui est de induire la sécrétion de certaines protéines qu'on appelle les cytokines, les chémokines, qui vont attirer les soldats, les neutrophiles, ainsi que les macrophages, ainsi que les lymphocytes, afin de combattre ce virus, afin de combattre tout ce qui est étranger dans le corps. Mais en ce qui concerne la COVID-19, on a une sécrétion de cytokines et de chémokines, mais l'appel de macrophages et de neutrophiles ainsi que de lymphocytes n'est pas assez suffisant pour combattre ces virus, ce qui fait qu'on sécrète encore plus de cytokines, donc on fait une hyper-inflammation, ce qui peut conduire à des détresses respiratoires très importantes. Je vais vous montrer, le prochain, c'est observer la différence entre un adulte et un patient, un enfant, au niveau pulmonaire dans la COVID-19. Quand vous regardez j'espère que c'est sur votre droite, vous allez observer que ça, c'est la partie du poumon d'un adulte. Et chez un adulte, on a énormément de récepteurs AC2. Quand ces récepteurs sont affectés par la COVID-19, on a une sécrétion, un appel très important des neutrophiles et des macrophages qui sécrètent en même temps beaucoup de cytokines et on a une boucle qui induit une infection, qui induit beaucoup de changements et des problèmes respiratoires. Alors que chez l'enfant, le pourcentage de récepteurs AC2 est très faible, ce qui fait que la plupart des enfants ont des effets mineurs. Et je peux vous dire par expérience, les enfants peuvent aller avoir les symptômes de COVID-19, mais quand on fait un test PCR ou un test rapide de la COVID-19, on se rend compte d'une chose, que
les enfants n'ont pas la COVID-19, même ayant les symptômes. Donc, les diagnostics, le système utilisé pour détecter la COVID-19 chez l'enfant peut être ou pas fiable. Donc, c'est au médecin maintenant de vouloir savoir prévenir et de déterminer si potentiellement cet enfant sera à le COVID et traiter les symptômes de la COVID, ce qui est le cas parce que ce que nous faisons, ce que vous faites, c'est de traiter uniquement les symptômes. Quand on passe au niveau du sang, qu'est-ce qui se passe? La prochaine diapo, s'il vous plaît. On voit une diminution très importante des cellules blanches, des globules blancs, quand on compare chez un sujet sain et un sujet atteint de la COVID-19 d'un côté sévère. Le globule blanc diminue de manière très importante et ainsi que les lymphocytes et les cellules T. Toutes ces cellules, comme vous pouvez les remarquer, c'est des cellules réellement qui agissent dans l'immunité. On les appelle les cellules soldats, dont le but, c'est de défendre le territoire contre toute protéine, toute particule qui entre dans mon corps, virus, bactéries, et je peux vous en citer plein d'autres. Et ces cellules sont diminuées chez les patients atteints de COVID. Mais dans le même sang, prochaine diapo, on observe qu'il y a une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, interleukine 17A, interleukine 6, interleukine 10 et IP10, qui sont des MCP1, qui sont des cytokines, des chémokines, qui sont pro-inflammatoires. Quand je dis pro-inflammatoire, cela veut dire que ça induit encore l'inflammation. Ça active les cellules de sécréter de plus en plus d'informations. Par contre, la partie perforine, interleukine 10, TGF, bêta et SCD 137, ce qu'on appelle les anti-inflammatoires. Leur rôle, c'est de combattre les infections, les inflammations. Mais leur niveau est tellement baissé au niveau de la COVID-19 que nous ne pouvons rien faire si ce n'est ou de les rebooster afin que leur niveau augmente, afin de diminuer l'inflammation, mais c'est ce qu'on observe dans le sang des patients atteints de COVID-19. Après tout cela, comment pouvons-nous réfléchir à un traitement? Donc, la première chose, on a affaire à un virus. Tout à fait normal, on doit trouver des antiviraux. Ce virus induit l'inflammation. Pourquoi ne pas utiliser des anti-inflammatoires? L'inflammation qui induit des infections, parce que les bactéries vont arriver avec un terrain propice induit par les cytokines pro-inflammatoires. Les infections, les bactéries vont s'asseoir et conduire à une infection bactérienne. Donc, on peut utiliser les antibactériens. Enfin, ce que nous connaissons bien au Congo, c'est l'histoire de hydroxychloroquine et chloroquine. Je vais vous en parler et je vais vous donner quelques avis. Et ainsi que le vaccin, je pense que mes confrères ont déjà passé en long et en large le développement de vaccins. Je ne vais pas m'y attarder, mais je vais vous parler également d'autres stratégies afin de contrôler la COVID-19. Donc, quand je parlais d'antiviraux, le principe est simple. Le virus entre dans la cellule et se reproduit. La plupart des antiviraux sont spécifiques à un virus particulier, mais il existe aussi des antiviraux qui ont une bande large. Ça veut dire que c'est des antiviraux qui ont affecté n'importe quel virus. On peut parler de virus HIV, des virus SARS ou autres virus. Donc, mais la particularité avec les antiviraux, leur but, c'est de ne pas tuer le virus, mais diminuer la propagation de ce virus. C'est-à-dire que le virus va intégrer, mais le virus ne va pas se multiplier et envahir notre système. Ça veut dire que la multiplication de virus sera diminuée
au niveau de la cellule. Donc, ça veut dire que nous aurons peu de virus qui vont infecter, donc moins de réponse au système immunitaire, donc ça va bloquer. Il y a beaucoup d'antivirus qui sont utilisés dans la clinical trial. C'est les inhibiteurs d'ACE2 qui est le récepteur de ce virus. Donc, en inhibant le récepteur du virus, le virus ne peut plus intégrer la cellule, donc le virus ne peut plus se multiplier. On a aussi les inhibiteurs de la reverse transcriptase, qui sont les ribavirine et remdesivir. Alors, leur but, c'est quand l'ARN est libéré dans la cellule, nous avons ces inhibiteurs qui vont inhiber la multiplication de cet ARN et empêcher l'ARN d'être utilisé pour produire d'autres virus. Enfin, nous avons des protéines, les inhibiteurs de protéase. Ce qui se passe, c'est que le virus, quand il intègre la cellule, il a besoin non seulement de l'ARN, mais également des protéines qu'on appelle des spike protéines qui vont former la capside du virus et être sécrétés. Donc, voici les médicaments qui sont actuellement en développement. On a entendu parler de la remdesivir qu'on utilise déjà en clinique pour certains cas, et les autres sont continuellement en développement. Donc, nous espérons que certains de ces médicaments vont être utilisés en Afrique si on nous donne l'opportunité. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup notre population. Ensuite, je vais vous parler des les thérapies modulateurs du système immunitaire. Comment cela fonctionne? C'est-à-dire, on parle des activateurs ou des suppresseurs, des immunosuppresseurs ou des immunoactivateurs. Il y en a qui inhibent la Janus kinase, qui empêche la propagation des cytokines inflammatoires. Et des fois, on a une combinaison entre un suppresseur de réponse immunitaire et d'un antiviral. On utilise aussi des inhibiteurs de interleukine 1, interféron bêta, qui diminue les symptômes au niveau modéré. Tout cela, c'est des antisuppresseurs ou activateurs de l'immunité. Mais le seul problème, c'est que quand on diminue notre système immunitaire, quand on l'affaiblit par des médicaments, qu'est-ce qui se passe? Le corps devient fragile. On va se protéger contre la COVID-19, mais en même temps, on peut attraper d'autres infections. Surtout dans les populations africaines, pas les populations, surtout en Afrique, on peut attraper la malaria, on peut attraper d'autres parce que notre système immunitaire est très bas. Donc, l'utilisation de ces immunomodulateurs dans le traitement de COVID-19 doit être utilisée avec précaution. Et mon avis, c'est que ce serait bien d'être utilisé quand les patients sont hospitalisés avec un suivi très important parce que la remdesivir est la plupart utilisée quand les gens sont en réanimation, voilà, en réanimation. Mais nous avons également d'autres immunomodulateurs qui sont actuellement en recherche clinique, qui sont les anti-interleukine 6 et les baricitinidine sans remdesivir, les interférons alpha et bêta et différents kinases. Mais quand on parle d'immunité, on pense également à la thérapie génique, la thérapie cellulaire. Qu'est-ce qui se passe? Cela se passe, on prend le sang d'un patient, un ancien patient ayant développé des anticorps. C'est-à-dire le patient était atteint de COVID-19, de la COVID-19, et après le patient est guéri, mais ce patient a développé des anticorps qui combattent le virus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prélève le sang, on isole ces anticorps, la prochaine diapo s'il vous plaît, et on le
injecte en intraveineuse chez les patients. Et ces anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les anticorps vont combattre le virus, ils vont inhiber la propagation du virus et développer. Des études ont montré que ces anticorps permettent de diminuer la charge inflammatoire. Elles permettent aussi d'augmenter les lymphocytes afin de combattre les virus. Et la charge virale a été vraiment diminuée de manière importante. Et les signes cliniques, comme les symptômes, les articles-là, si vous voulez aller vers. Mais il reste une question. Quelle serait la dose de plasma ou des anticorps administrés aux patients? J'espère que vous m'entendez. Quelle serait la dose des anticorps administrés aux patients? Quelle quantité on va administrer? Et est-ce qu'on va prendre les anticorps de 2, 3, 4 patients, les associer ensemble et injecter ça à un autre patient? Ou comment on va faire? Étant donné que cette thérapie peut être vraiment efficace, mais nous pensons que les études doivent être faites afin de vérifier et d'établir un protocole bien défini et un système, comme on appelle un GLP système, qui permet de faire et répéter la même chose et le même protocole afin de connaître la dose, la quantité à injecter aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Mais je pense que ce système de traitement est vraiment efficace et pourrait aider. Et je pense que ce système a été utilisé dans les débuts des années 90 pour le traitement de la maladie d'Ebola, de la maladie à virus Ebola. Donc, comme je disais, le système immunitaire, qu'est-ce qu'elle fait afin de combattre les cellules, l'infection? Le système immunitaire va sécréter des inflammations, des cytokines pro-inflammatoires. Donc, beaucoup de médicaments ont été utilisés, des anti-inflammatoires. Il y a une variété d'anti-inflammatoires, ce qui inclut les non-stéroïdales, comme la prochaine diapo, s'il vous plaît, la tocilizumab ou la anakinra, qui sont des anti-inflammatoires déjà utilisés. Mais quand on utilise les anti-inflammatoires, ça diminue juste pas l'infection, mais l'inflammation. Mais le seul problème, c'est que ça n'agit pas contre le virus, mais ça agit juste des fois à diminuer la fièvre et à diminuer d'autres réponses inflammatoires. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est les anti-inflammatoires à corticostéroïdes, comme le dexamethasone. La manière dont le dexamethasone fonctionne, ça n'élimine pas le virus, mais ça diminue juste l'inflammation. Ce qui fait que chez beaucoup des patients qui utilisent la dexamethasone, ce qu'on retrouve, c'est qu'ils se sentent bien pendant 1 semaine, 2 semaines, et quand ils ressortent des hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? Les virus qui sont restés dans leur corps les infectent encore. Donc, vous aurez le même patient qui sera infecté de coronavirus alors qu'il avait déjà le coronavirus. Donc, c'est là où on doit penser à développer et utiliser ce qu'il y a qui pourrait aider, comme le vaccin, je vais en arriver là-bas, mais certains traitements, ça prévient juste un symptôme. Et après, on se revoit avec le même patient qui a le même système immunitaire, mais qui ramène encore le COVID. Et la question, c'est, est-ce qu'il a développé des anticorps? Oui. Mais est-ce que ces anticorps étaient suffisants pour nettoyer tous les virus? Non. Parce que certains virus ont été aidés par les corticostéroïdes afin de rester dans le corps et réinfecter. Mais je pense que cela dépend de la discrétion de chaque médecin qui pourrait évaluer le nombre, la charge virale chez chacun des patients et voir si
le patient est libre de partir ou pas, malgré que les symptômes aient disparu. Après l'inflammation, nous avons l'infection bactérienne, ce qui n'est pas vraiment commun, mais c'est quelque chose qui se passe parce que quand on a une infection, comme je disais, on a l'appel des neutrophiles, comme vous pouvez voir, et l'appel du macrophage. Et toutes ces cellules immunitaires sécrètent dans le poumon, dans les alvéoles, les cytokines. Et ces cytokines, pour ceux qui ont eu la chance de voir des patients atteints ou un poumon atteint de maladies respiratoires, ce qu'on observe, c'est des blocs de mucus, ce que communément les gens appellent le crachat. Alors, imaginez cela bien empaqueté et qui forme un bloc solide. Donc, étant donné que dans votre système respiratoire, nous avons des cils. Les cils sont censés battre afin d'éliminer toute chose, tout objet étranger qui entre dans notre nez. C'est-à-dire les cils battent de manière à les nettoyer et à sortir cela. Donc, quand vous avez le mucus fait que le battement ciliaire diminue. Donc, une bactérie peut venir s'installer et produire l'ARN et induire des infections au niveau pulmonaire. Donc, l'utilisation des antibactériens sera judicieuse à ce niveau-là, mais l'utilisation des antibactériens seuls n'est pas vraiment efficace. Et c'est vraiment pas approprié d'utiliser les antibiotiques tout le temps parce que de la même manière, il y a des bactéries dont nous avons besoin et l'utilisation des antibiotiques tout le temps peuvent induire à diminuer des bactéries dans notre corps et induire d'autres maladies. Alors, nous arrivons sur ce qu'on appelle l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Il y a eu un débat sur cette molécule. Cette molécule est utilisée en Afrique contre la malaria, même si des fois on utilise, il y a la chloroquine, je ne sais pas si c'est la nivaquine ou une autre molécule dont le nom m'échappe encore, mais l'hydroxychloroquine, c'est la molécule dont l'ancien président des États-Unis avait dit que c'est la molécule miracle, elle est développée et elle fonctionne bien. Comment cette molécule miracle fonctionne? Cette molécule, la chloroquine, agit sur le récepteur du virus à SARS et inhibe le fonctionnement de ces récepteurs. Cette molécule augmente le pH dans les endosomes afin de tuer tous les virus qui sont dans la cellule. Cette molécule inhibe la production des protéines, des spike protéines dans la cellule afin de diminuer le nombre de virus libérés par cette cellule. On peut dire que cette molécule a quasiment tout ce dont nous avons besoin pour être utilisée. Mais pourquoi ce débat où cette molécule a fonctionné? Une partie aux États-Unis, une partie dans le sud de la France avec le docteur marseillais. Cette molécule a fonctionné en Chine et je pense que cette molécule continue à être utilisée au Congo et qui donne apparemment des bons résultats et ça dépend parce qu'on a l'habitude d'utiliser la chloroquine au Congo pour la malaria. Je ne sais pas si ça a déjà changé, mais voilà, comme je disais, les rapports en Chine ont dit que, voilà, la chloroquine doit aide contre le virus de la COVID, mais il faut contrôler la dose parce qu'à très dose forte, à dose élevée, cela conduit à la toxicité et je peux vous dire que cette chloroquine aussi induit des problèmes au niveau du foie.
la cirrhose du foie et des complications au niveau du foie. Donc, l'utilisation de la chloroquine doit être vraiment prise avec le respect des doses et pour un patient à l'hôpital et pour lequel on contrôle tous les signes vitaux et on prélève le sang quasiment toutes les 24 heures pour regarder la toxicité de la chloroquine et comment les métaboliques au niveau du foie sont développés. Parce que des fois, ce n'est pas le médicament qui conduit à la toxicité, c'est les métabolites sécrétés par le foie qui va conduire à la toxicité du médicament. Il y a plusieurs études cliniques qui ont trouvé que c'était un très bon médicament, mais comme je disais, ce médicament est vraiment toxique. Je le dis parce que j'ai testé ce médicament et j'ai vu, pas directement, mais sur les cellules de foie, et je peux vous dire la manière dont ce médicament peut détruire les cellules du foie. Donc, ça veut dire que vous protégez contre la cirrhose, contre la COVID, et vous attrapez un problème de foie. Donc, l'utilisation de ce médicament doit être réellement surveillée. Réellement surveillée. Et la plupart du temps, je vous conseillerais que ce soit chez les patients hospitalisés parce qu'à ce niveau-là, on peut vraiment tout surveiller. Et pour éviter, on a vu des cas des patients qui se sont intoxiqués avec la chloroquine ici aux États-Unis, des familles qui sont mortes. Et ce que je vais dire, c'est que l'hydroxychloroquine, c'est un médicament potentiel, mais son utilisation doit être contrôlée et doit être surveillée dans un système médical. Comme je vous disais, l'option, prochaine slide, c'est le vaccin. Le vaccin nous aide à être utilisé pour donner un système immunitaire actif et combattre les infections. Ces vaccins, comme mes confrères ont déjà dit, sont faits des virus tués ou diminués de leur force, si je peux dire, et avec quelques cibles, prévenir les infections, réduire la production, la multiplication du virus et aussi réduire la sévérité de la maladie. Il y a eu tellement de recherches, mais à une vitesse qu'on ne l'a jamais vue. Beaucoup de gens disent, par exemple, le vaccin pour Ebola a pris une vingtaine d'années. Le vaccin pour la malaria, on est toujours en train d'attendre. Le vaccin pour le VIH est toujours en attente. Et comment ils ont réussi à développer ce vaccin en presque une année, ce qui est du jamais vu. Mais en tant qu'homme de recherche, la recherche n'est plus celle qu'elle était avant. Aujourd'hui, nous avons des techniques pour développer des médicaments à une vitesse tellement importante et rapide et de manière safe, de manière safe, ouais, protecteur, de manière protecteur, et que ces vaccins sont faits et sont réellement utilisés pour aider les patients. On a affaire à une pandémie. On ne peut pas se tromper. C'est une pandémie. Et le nombre de morts augmente et va continuer à augmenter. Et le vaccin, c'est une des options qu'on devrait considérer. On devrait considérer. Malgré la présence des immunosuppresseurs, des anti-inflammatoires, des antibiotiques ou des antiviraux, le vaccin pourrait être la solution et une des solutions qu'on devrait considérer. Je n'ai pas donné la liste de tous les vaccins, mais quand on parle du vaccin, on parle beaucoup du vaccin Moderna et celui de Pfizer. Il y a aussi celui des Anglais et celui des Russes. Mais il y en a d'autres aussi qui apparaissent, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de voir. Et quand on regarde, on a les prix qui varient.
de 4 dollars à le plus cher, je pense que c'est 33 dollars, et avec des efficacités qui vont de 62% à 95%. Et le mode de stockage, étant donné qu'en Afrique, nous avons, le problème d'électricité et il n'y a pas toutes les facilités qui ont, la précédente, s'il vous plaît. Oui, merci. Les facilités qui ont des congélateurs avec les moins 80 degrés pour conserver le Pfizer. Donc, ça veut dire que si on essaye de prendre ce vaccin, on sera obligé d'acheter des congélateurs à moins 80 et je peux vous dire que ces congélateurs-là coûtent à peu près 5 à 20 000 dollars. Et afin de répandre ça dans la population au Congo pour un vaccin qui coûte 33 dollars, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir. Mais on a aussi l'option de AstraZeneca, dont certaines études ont été faites dans d'autres pays et qui coûte 4 dollars, c'est une option. Mais la seule question qui reste, c'est aucun de ces vaccins n'a été traité, n'a été essayé, voilà, dans la population africaine, en Afrique, dans leur milieu où ils ont du soleil, où les températures sont élevées, où on mange bio, on mange notre bon foufou et du pondu bien bio, donc où on n'a pas l'utilisation des hormones, on n'a pas l'utilisation, ces vaccins n'ont pas été testés. Donc l'efficacité de ces vaccins prouvée et validée, je n'ai pas de doute dessus, dans la population européenne ainsi que la population américaine, une partie de la population nord-africaine et asiatique, il n'y a aucun doute sur l'efficacité de ces vaccins sur la population où ça a été testé, mais une question qui reste à se poser, est-ce que cette efficacité est observée aussi dans la population africaine? Avant de dépenser des milliards pour obtenir les vaccins, il vaudrait mieux faire des petites études cliniques et trouver quel est le vaccin qui marcherait le mieux pour la population africaine. Est-ce que ça sera un vaccin? Ça peut être le vaccin le plus cher ou ça peut être le vaccin le moins cher ou un autre vaccin, mais le but, c'est de comparer tous ces vaccins et d'évaluer. Le vaccin n'induit pas la maladie. C'est comme quand on a le vaccin contre la grippe, quand on vous injecte, oui, certaines personnes développent des fièvres, certaines personnes réagissent mal, oui, le système immunitaire peut être affaibli pendant un moment, mais le vaccin est là pour vous protéger et vous ramener à activer votre système immunitaire et combattre le virus. Et cette option, c'est une des options. Mais on n'a pas toujours l'option des médicaments toxiques, chimiques, mais on a aussi les options d'autres molécules, d'autres choses qu'on trouve dans la nature qui pourraient vraiment nous aider, tous nous aider. Je vais vous parler des régimes alimentaires. On n'en fait pas vraiment attention, mais quand on vit dans un pays où on mange bio, on a beaucoup de chances de trouver que ce soit le pondu, bien frais venu des champs, le matembele, le bilolo, tout ce que vous voulez comme légumes. On a un grand fleuve, on peut aller, surtout à Kisangani, là-bas, il y a des très bons poissons. Et vous savez quoi? Ces poissons contiennent des oméga 3. Et l'oméga 3 a été démontré comme luttant contre les virus et les infections virales. Les études ont fait montrer que ces oméga 3 qu'on trouve dans les poissons et dans d'autres nourritures peuvent réduire le niveau des inflammations au niveau de poumons. Et ces oméga 3 réellement aident la personne à se rétablir. Ça veut dire en mangeant bio, un bon poisson au four ou brisé, avec des bons légumes verts,
Vous développez votre système immunitaire afin de combattre toutes ces infections. Bien sûr, on a le fer et d'autres produits agricoles qui possèdent le fer, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, B6 et B12. Toutes ces vitamines ont aussi montré également leur efficacité dans le traitement des maladies infectieuses. Avant de courir pour avoir des produits chimiques dans votre sang, pourquoi ne pas commencer par changer le régime alimentaire, manger beaucoup de poissons, prendre du jus, des fruits, de jus d'orange, où on peut retrouver du fer, des vitamines A, des vitamines E, et tous ces produits bio dont vous avez accès en Afrique, et utilisez ça, et vous verrez que votre système immunitaire sera boosté. Même si vous êtes atteint de COVID-19, mais la charge virale sera moindre et je pense que c'est quelque chose à considérer. D'autres stratégies également. La médecine traditionnelle chinoise a été développée pendant des années. Le prochain diaporama, s'il vous plaît. A été développée pendant des années. Et ce qui a d'importance, c'est que dans les infections pulmonaires, prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans les infections pulmonaires, on a utilisé des molécules comme des fleurs, ça s'appelle Sanju Ying et Ying Kiao San. Ça a été montré que ça restaure les fonctions du poumon dans des cas d'inflammation mineure. On a aussi Maxine Shintang et Biang Kyung qui peuvent aider aussi à ouvrir les poumons, le crash. En Madagascar, nous avons entendu cette cure de Covid utilisant l'artémisia qui a posé débat. On en a parlé, et c'est un médicament potentiel contre la COVID-19 parce que ça a été montré, certaines études ont montré l'efficacité sur la malaria, quelques études, mais on n'en a pas vraiment sur la COVID-19. Ce qui est bien inquiétant, c'est un médicament potentiel. Mais si on pouvait faire une étude clinique structurée, encadrée, où on évalue pas seulement le niveau de la fièvre, ce qui est juste un symptôme, mais si on regardait les cellules immunitaires, les cellules des globules blancs, l'inflammation, cela suffit juste de donner aux patients une quantité de ce médicament et de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du sang. Est-ce que les lymphocytes ont augmenté ou ont diminué? Est-ce que les globules blancs ont augmenté, diminué? Le nombre de neutrophiles et de macrophages augmenté ou diminué? Les anti-inflammatoires augmenté ou diminué? Les cytokines pro-inflammatoires augmenté ou diminué? L'utilisation de cette plante Artemisia dans une étude clinique bien structurée pourrait donner des résultats. Et des résultats pour lesquels l'Afrique sera fière parce qu'on aurait développé une molécule, une plante, pas développer une plante, mais utiliser une plante déjà connue pour traiter une nouvelle maladie. Je vais vous dire une chose. La plupart des médicaments utilisés dans la COVID-19 ont déjà été inventés. Il n'y a rien de nouveau. On prend tous ces médicaments et on les utilise pour d'autres effets. L'artémisia a été testée chez les patients, bien que les publications ont toujours posé question, mais si une étude est faite en collaboration avec des médecins, des chercheurs, ce n'est pas une question de qui a découvert, parce que l'artémisia a été découvert il y a 200 ans en Chine.
ça existe et c'est déjà utilisé. Mais l'utilisation de l'artémisia sur les patients de COVID venant d'Afrique, et cela pourrait, premièrement, coûter moins cher à la population africaine, et deuxièmement, ça serait cultivé chez nous et développé chez nous à faible coût. Il y a d'autres études qui ont été faites, une petite étude clinique dont les patients avaient reçu du gingembre, qu'on retrouve aussi chez nous, associé à d'autres plantes médicinales, et ils ont montré que les marqueurs inflammatoires ont diminué au niveau du sang chez les patients atteints de COVID. Mais cela était avec des patients avec un COVID modéré. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas en réanimation, ils étaient dans un système à la maison, donc ils ont pris ce mélange avec du gingembre qui, avant le traitement, on a prélevé le sang. Après le traitement, on a prélevé le sang. On prélevait le sang le premier jour, 24 heures après qu'ils aient commencé leur mélange de gingembre avec les plantes médicinales. Le 24 heures après, on a prélevé le sang. Après 3 jours, on a prélevé le sang. Et après 7 jours, on a prélevé le sang. Les cytokines pro-inflammatoires, les marqueurs pro-inflammatoires, ont diminué à travers le temps. Mais vous savez quoi? Ces patients, même au bout d'une semaine avec ce traitement, les symptômes diminuaient, tout s'est amélioré, mais ils étaient toujours testés positifs contre la COVID. Mais ce qui permettait qu'ils aient évité déjà de partir dans le groupe des patients atteints sévèrement. Donc, ce qui est une grande réussite parce qu'en diminuant les symptômes, on permet à la personne d'activer son système immunitaire de manière efficace en faisant du sport, en mangeant bien. Et je pense que ça a permis quand même, je pense que cette étude est une étude préliminaire, mais la suite nous conserve beaucoup de surprises. Et cela viendra d'Afrique, je pense. Ensuite, on mange bien, on utilise des médicaments, mais le plus important, c'est quoi? C'est de prévenir cette maladie. Je sais que beaucoup ne croient pas à l'existence de cette maladie. Je vais vous dire une chose. Dans le monde, beaucoup ne croient pas à l'existence de Dieu, mais Dieu existe. Beaucoup de gens ne croient pas à l'existence de la COVID-19, mais la COVID-19 existe. Même ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, à un moment, ils vont dire « Ah, Nzambe Nangai !»« Ah, mon Dieu !» Donc, on ne croit pas à l'existence de Dieu, mais à un moment, quand on a des problèmes, on est dans une situation, on a cette expression « Ah, Nzambe Nangai Yelinga Ponani ». Pour empêcher que cette maladie puisse vous atteindre, bien qu'elle existe. Parce que si vous êtes atteint de la COVID, je vous dis, il y a 2 choses. Et là, ça ne dépend pas de vous. Étant donné qu'il y a à peu près 400 000 morts ici aux États-Unis, où le système de santé est super bien développé, où on a accès aux médicaments, ou à un système de prise en charge exceptionnel, mais on a réussi à avoir 400 000 morts de cette maladie. Cette maladie ne dépend pas du traitement que vous allez prendre, ne dépend pas des hôpitaux. Il y a des gens qui sont au Congo qui guérissent de cette maladie. C'est se poser la question, si je suis atteint de cette maladie, quelle est ma suite? Être responsable de sa vie, de la vie de ceux qui nous entourent, est quelque chose de très important. Même si on a des doutes sur l'existence, mais prenez vos précautions. Il y a des gens qui disent le sida n'existe pas. Pourquoi? Ils ont vécu leur vie comme ils ont vécu, ils n'ont jamais eu le sida. Et il y a un papa sage quelque part. Il n'a jamais fait de bêtises. Et dans sa vie, il a fait qu'une seule fois une bêtise, il a attrapé le sida.
Et raison pour laquelle, comme chez nous on dit, non, on est accepté sur la prévention. J'ai perdu des amis, j'ai perdu un oncle avec la COVID-19, j'ai perdu beaucoup de personnes qui étaient chères. Et certains d'entre eux ne croyaient pas à l'existence de cette maladie. Mais à chacun son choix. Si vous ne croyez pas à l'existence, c'est bien, mais au moins, essayez de prévenir pour les autres. Pensez aux autres. Donc, ce que je veux dire, c'est juste répéter ce que vous connaissez tous. Lavez les mains avec du savon. Évitez les contacts avec les patients malades. Et si vous avez des contacts, en tant que médecin, protégez-vous. Protégez-vous, mettez les masques, les gants, des vêtements que vous n'utilisez qu'une seule fois et à nettoyer. Mettez de la distance entre vous et les personnes. La personne peut être asymptomatique parce qu'il a un système immunitaire qui travaille bien. Peut-être, qui sait, la personne mange bien. Il utilise tous ses oméga 3, il prend du gingembre, il prend un thé d'artémisia. Il est en bonne santé, apparemment. Mais il peut vous contaminer d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous n'avez pas la distance, vous avez peut-être des problèmes immunitaires dont vous ne saviez même pas et que vous répondez de manière grave à cette maladie, ça peut être très inquiétant. Couvrir votre bouche et votre nez avec le masque. La COVID affecte le système respiratoire. Il y a deux endroits par où la respiration entre, l'oxygène entre. C'est la bouche et le nez. Et il y a seulement ces deux voies-là. Et aussi les yeux. Mais comme ça affecte le poumon, premièrement, c'est le nez et la bouche qui doivent être protégés. J'ai vu des gens mettre leur masque sous le menton, sous le nez. Je sais que ce n'est pas facile. Et je suis persuadé que ce n'est pas facile. J'ai fait un voyage où je devais faire 8 heures d'avion et on m'a obligé de garder le masque pendant 8 heures. Et au bout de 8 heures, je suffoquais. Je suffoquais et j'étais malade rien qu'en gardant le masque. Mais quand vous êtes au milieu des gens, vous devez faire ce sacrifice-là. Si vous êtes au milieu des gens que vous aimez, faites ce sacrifice-là afin de protéger. Essayez juste de nettoyer et désinfecter fréquemment l'endroit où vous pensez qu'il y a un allée, des entrées et des sorties, afin d'éviter qu'une personne qui va se promener là-dedans et toucher une porte et emmener la main dans la bouche, dans le nez. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que nos mains touchent notre visage. Si vous pensez à ne pas toucher votre visage ou éviter de toucher votre visage, c'est là que vous vous concentrez à essayer de toucher votre visage. C'est là que vous avez des petits picotements, vous avez des petits trucs et vous devez emmener votre main sur votre visage. Se protéger, la prévention, c'est la clé. Il faudrait mieux ne pas être atteint de cette maladie parce que vous êtes prévenu que d'être atteint sur cette maladie et passer des heures et des heures à demander la guérison chez le médecin parce que le médecin ne pourra soigner que vos symptômes. Et s'il y arrive, c'est bon. Mais la plupart du temps, il y en a 400 000 ici aux États-Unis qui sont morts. Donc, on a l'option du vaccin. C'est à nous, scientifiques, médecins, de divulguer cela. Oui, on peut avoir des effets secondaires contre le vaccin. Bon, j'en suis sûr. Vous savez quoi? La plupart d'entre nous prenons de l'aspirine. Il y a des effets secondaires contre l'aspirine. Il y a des gens qui prennent des vitamines. Il y a des effets secondaires de la vitamine.
Donc, tout ce que vous emmenez dans votre bouche a des effets secondaires en tant que médicament. Il y a des gens qui sont allergiques aux poissons. Donc, les oméga 3, ils vont trouver ça aux poissons, ça va leur rendre malade. Donc, prévenez, essayez de faire une prévention, essayez de vous protéger. Parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Cette maladie affecte les enfants. Même si les enfants sont le nombre d'enfants est très faible, ça affecte les enfants. La remdesivir est développée pour traiter certains cas de virus très sévères. Il travaille en diminuant la production de la réplication du virus. Pour moi, je pense que l'utilisation du plasma ou une gène thérapie génique ou thérapie cellulaire permettrait vraiment de combattre cette maladie. Les anti-inflammatoires, la fenêtre est très mince, c'est-à-dire dans les 2-3 jours après infection serait l'idéal pour utiliser les anti-inflammatoires. Après ce temps-là, on est déjà dans un cercle vicieux et les anti-inflammatoires auront du mal à fonctionner. La chloroquine, une étude approfondie en Afrique pourrait réellement aider à savoir si la chloroquine est une molécule qui pourrait aider parce que nous en avons. Oh, je pensais, ouais. La chloroquine, l'autre molécule, c'est la quinine, fabriquée au Congo et qui pourrait réellement aider, mais une étude doit être faite. On passe tellement de temps à espérer que les études soient faites à l'étranger afin qu'on nous emmène des produits qui sont chargés, qui vont nous coûter cher, que de développer nos propres produits. On ne peut pas dire seulement qu'une molécule marche parce que tu as donné à ta grand-mère ou à tes enfants. Une molécule marche parce que nous avons fait une étude avec un protocole éthique validé par une commission d'éthique et que nous avons procédé cette étude et nous avons des résultats dont les paramètres sont efficaces et ont démontré. Je suis désolé, mais quand vous me dites que votre paramètre, c'est la fièvre, j'avais la fièvre hier, j'ai décidé de ne rien prendre et aujourd'hui, j'ai plus de fièvre. Bon, la plupart des chrétiens vont dire que Dieu a fait un miracle, mais en tant que scientifique, c'est que la fièvre n'est pas un paramètre à utiliser dans l'évaluation d'un médicament. On a le nombre de cellules, on a la charge virale, on a les systèmes inflammatoires. Le vaccin, c'est l'espoir. Ça coûte cher et ça va coûter cher. 5 $ pour une personne, je pense qu'on peut faire un bon marché avec 5 $. Excusez-moi. On peut faire un bon marché avec 5 $. On prendra un peu de poisson, un peu de légumes. Le système de régime alimentaire, qu'est-ce que vous mangez? Ça permettrait de vous aider aussi. Mon dernier mot serait, il n'y a pas de traitement contre la COVID et la prévention reste l'option idéale. Donc, je vous remercie bien. Merci à l'Indy Médical, à Dr Idoumou, à toute l'équipe qui m'ont permis de faire cette présentation. Merci à la Fondation Mouindaya Mouassi et l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani. J'apprécie vraiment ce que vous faites et merci de m'avoir vraiment donné l'opportunité de parler de ce que nous faisons, de comment on est en train de développer des médicaments et des potentiels sur les efficacités des nouveaux médicaments. Donc, je suis ouvert à toutes vos questions et je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup. On peut acclamer. Voilà, nous remercions sincèrement
Dr Bob pour cet exposé combien si brillant sur les options de traitement et prévention. Il s'est contextualisé par rapport à notre langage nutritionnel congolais. Et nous avons beaucoup aimé son exposé. Je pense que le moment est venu pour nous de poser des questions. Si nous avons des zones d'ombre, nous avons peut-être des préoccupations eu égard à la présentation de Dr Bob par rapport aux options de traitement et prévention dans la COVID-19. Elles sont les bienvenues. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui? Merci beaucoup pour la parole. Je suis l'infirmier Aning Jean-Marc, depuis l'hôpital du Cinquantenaire de Kisii. J'ai deux petites préoccupations à l'orateur du jour. Je remercie d'abord l'orateur pour son exposé si brillant et de haute facture. La première question est de savoir, moi comme corps soignant, je me présente devant la population pour une sensibilisation. Je présente la gravité des choses pour que la population puisse comprendre, mais la population me dit, vous me trompez, vous nous trompez parce que la forme que nous voyons chez la peau blanche, ce n'est pas ce que nous sommes en train de constater ici chez nous, la peau noire. Quelle est votre appréciation par rapport à ces problèmes? Est-ce qu'il y a un problème en rapport avec la race en ce qui concerne la gravité de COVID-19? La deuxième préoccupation, c'est en rapport avec la moyen de protection pour les enfants. Je prends les nourrissons et en même temps les enfants qui ne supportent pas donc le port de masque. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Comment nous pouvons prévenir la COVID-19 chez les nouveau-nés? Parce que vous-même, vous avez dit lors de votre exposé que vous avez du mal à porter le masque. Et maintenant, a fortiori maintenant les tout petits, quel serait leur sort? Merci beaucoup. Voilà, nous allons passer aux questions. Merci. Docteur Bob, vous pouvez... Merci bien pour cette question. Et la question, elle est très, très bien. Très, très bien. Merci. Et j'apprécie vraiment cette question. Pourquoi? Quand la COVID-19 a commencé, c'est ce que je pensais. Je me suis posé cette question si c'était juste une maladie de blanc. Parce que c'était en Italie et on a vu qu'en Italie, il y avait beaucoup de personnes qui avaient la COVID-19 et qui mouraient. Et la plupart, c'était des blancs. Et il y a un groupe même d'Africains vivant en Italie qui marchaient et qui dansaient, disant que ce n'est pas une maladie pour nous. Quelques mois après, quand on parle de 400 000 personnes mortes ici aux États-Unis, et il y a un très grand pourcentage de Noirs. Il y a un très grand pourcentage de Noirs. C'est vrai que quand on regarde à la télé, on nous montre la plupart du temps les Blancs. Mais il y a un grand pourcentage de Noirs et ça peut affecter. Le fait que les gens disent que c'est pas la forme que nous avons en Afrique, elle n'est pas la même. En Afrique, on mange, je l'ai dit, on mange bio. On a des préventions qu'on ne considère même pas, qu'on se protège contre cette maladie. Convaincre une personne, comme vous avez dit, c'est de la même façon qu'un évangéliste va essayer de convaincre quelqu'un riche de l'existence de Dieu, en lui montrant toutes les preuves possibles. Mais la personne va toujours refuter cette existence parce que je ne l'ai jamais vue. C'est à vous, médecins, de leur responsabiliser. Cela veut dire, OK, vous faites
comme vous voulez, mais quand vous serez affecté par cette maladie, sachez qu'on n'a pas le traitement pour cette maladie et la destination serait la mort. Parce qu'on est entraîné, on est dans le monde. Il y a deux choses qui nous motivent, la peur ou l'argent. Il n'y a que les deux. Il n'y a rien d'autre. On va chez Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. On va chez Dieu parce qu'on va être béni. C'est ces deux choses qui motivent. Quand on dit à quelqu'un, regarde, moi j'ai perdu mon oncle, la manière dont je regarde cette maladie n'est plus pareille. J'ai perdu des amis, cette manière, elle est différente. Je parle avec passion de cette maladie parce que mon but, c'est de travailler afin que cette maladie n'arrive pas au niveau qu'on arrive en Afrique. Si cette maladie, aux États-Unis, si on peut estimer avec le système de santé américain, on a 400 000 morts, imaginez ce qui va se passer en Afrique. Ce sera des millions et des millions et des millions de morts. C'est responsabilité des parents. En ce qui concerne les enfants, je l'ai dit, les enfants, la plupart du temps, ils sont asymptomatiques et en système ou mineure affection. Donc, ce qui veut dire que les enfants seront affectés, mais ils ne seront pas vraiment affectés. Si les enfants sont affectés, c'est parce qu'un adulte de la maison qui est affecté. Si les adultes ont une prévention, se protègent contre la COVID-19, les enfants ne risquent pas d'être affectés ou être affectés avec une forme mineure. Ce que je veux dire par là, je vous ai montré les poumons des adultes et des enfants et la présence de récepteurs pour cette maladie est très faible chez les enfants. Donc, les enfants à un certain âge, aux États-Unis, il y a des États qui n'obligent pas les enfants à mettre des masques. Parce que des études ont montré que, oui, ils sont transmetteurs, mais ils sont moins affectés. Donc, les enfants peuvent vous transmettre la COVID. De la même manière, vous pouvez transmettre la COVID, mais l'enfant est en train de jouer, en train de tousser, et vous, le parent, vous êtes en réanimation. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, nous allons prendre la deuxième question, s'il y en a. Docteur Théo, est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu l'option que vous avez posée comme question l'autre fois sur les inhibiteurs. Est-ce que vous avez trouvé solution par rapport à ça ou bien vous voulez encore poser cette même question? Oui. Quand j'ai vu parler de ça, j'ai pensé à vous. Ma préoccupation, c'est par rapport aux différentes attitudes ou options de traitement. En premier, c'était par rapport aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Je vis quelque part où vous mettez captopril. Je ne sais pas, est-ce que vous l'utilisez là-bas ou bien actuellement, il y a dans un coin du monde où on l'utilise pour essayer de juguler ou inhiber le récepteur ACE2. Et ma deuxième préoccupation, c'est par rapport, disons, aux enfants, chez qui les tests actuels qu'on utilise pour la détection de COVID-19, en suivant ce que vous avez dit, paraîtrait un peu moins, je ne sais pas si je dirais fiable ou sensible par rapport aux enfants. Je ne sais pas s'il y a d'autres attitudes ou d'autres options qui sont révélées là-bas aux États-Unis par rapport aux enfants, en dehors des tests actuels qu'on utilise pour les adultes. La dernière préoccupation, c'est par rapport à l'hydroxychloroquine. J'ai vu qu'en parlant de l'hydroxychloroquine, vous avez bien commencé en donnant, disons, sa façon dont il réagit. Mais aussi, à la fin, j'ai constaté que vous avez été un peu
presque réticents à la chloroquine, à l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas si seulement par rapport à cet effet de la toxicité qui est d'ailleurs liée à la dose qu'on peut craindre la chloroquine, ou bien à des doses qu'on utilise actuellement, je crois, selon d'autres études. À ces doses, la chloroquine n'est pas toxique, quels que soient les organes, que ce soit au niveau du foie ou que ce soit dans d'autres organes. Je ne sais pas, à votre avis, pourquoi vous avez été un peu réticent par rapport à la chloroquine. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Les inhibiteurs pour l'ACE2, la question reste toujours à débat. Comme je vous ai dit, beaucoup de molécules sont, j'ai mis cela, mais j'avais une liste de 10 molécules à peu près qui sont utilisées ici aux États-Unis. Mais le problème, c'est que l'utilisation des inhibiteurs et la plupart des hôpitaux et des médecins ainsi que des scientifiques essaient d'éviter. Pourquoi? Parce que ce récepteur-là n'a pas été créé seulement pour la COVID-19. Ce récepteur-là est dans le corps humain. On l'a découvert au niveau des cellules alvéolaires de type 2, au niveau du poumon, dans le cas de la COVID-19. Mais imaginez, il joue peut-être d'autres rôles à d'autres endroits. Donc, ce qui pourrait affecter, c'est-à-dire on vous donne par voie orale un médicament et ce médicament-là va inhiber ce récepteur qui se trouve peut-être dans le foie, au niveau d'autres organes et qui tue ces organes parce que son rôle n'a pas été étudié. Donc, l'utilisation des inhibiteurs, je suis un petit peu sceptique par l'utilisation, mais je devais vous montrer ce qui existe et ce qui est utilisé dans le domaine médical et ce qui est potentiellement utilisé. Le test actuel, il y a une famille qui a eu, dont l'enfant avait, la famille avait le Covid, la Covid. Et les parents ont fait les tests, les parents étaient positifs. La fille avait 5 ans. Ils ont fait le test, la fille était négative. La fille était en train de tousser. La fille avait la fièvre, mais le test rapide a démontré que la fille était négative, parce que là, on a deux choses, positives ou négatives, la fille était négative. Mais l'utilisation de la PCR a montré une potentielle présence du virus, potentiel, pas comparé au niveau des parents, mais il y avait le virus qui était très faible, mais il est. Donc, ça ne veut pas dire que le patient est réellement négatif. Un test PCR sera vraiment envisageable. Je vais bien commencer avec l'hydroxychloroquine. C'est une molécule miracle. Mais le problème, c'est que c'est une molécule toxique. Très toxique. Ce n'est pas une molécule que le patient peut prendre à une dose élevée pendant une semaine. Je pense que 3 jours, il aurait déjà des problèmes avec son foie. Et je peux vous dire que le foie, c'est l'organe qui régule carrément le métabolisme dans le corps. C'est par là où tous les médicaments passent pour sécréter des métabolismes et fonctionner, aider le corps à fonctionner. Raison pour laquelle j'ai bien dit l'hydroxychloroquine serait bien d'être utilisée en clinique chez un patient interné pour suivre tous les paramètres jour après jour, heure après heure. Parce que si on dit que l'hydroxychloroquine, on peut le prendre, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont dit, je vais prévenir, je prends une très forte dose, comme ça je ne serai pas malade. Et le patient se retrouve mort. Donc, c'est un petit peu comme tout. Je peux vous dire, le vin, c'est bon pour la santé, mais quand vous finissez 3 bouteilles de vin, je ne sais pas si votre santé, vous aurez encore votre tête. Donc, je pense qu'il faut tout et
il faut une balance, voilà. Il faut une balance et essayer de prévenir. Mais ouais, l'hydroxychloroquine, je pense qu'on peut... Écoutez, la quinine, elle est moins toxique que l'hydroxychloroquine. Mais jusqu'à présent, je n'ai vu aucune étude montrant l'effet de la quinine chez les patients atteints de COVID-19. Ce qui est triste, parce que la quinine est produite chez nous. Mais la chloroquine, c'est toxique, donc il faut bien faire attention. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a une troisième. Partiellement pour les inhibiteurs des enzymes de conversion. Je dis, c'est partiellement répondu par rapport aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion, parce que si on craindrait, on allait avoir peur de les donner parce que ça inhiberait d'autres récepteurs de l'enzyme de conversion, quels que soient les endroits où ils sont. Je me dis, par rapport aux hypertendus, aux cardiopathes qui le reçoivent chaque jour, est-ce que pourquoi? Moi, je pense que ça agit de la même façon, que ce soit aux récepteurs qui sont au niveau pulmonaire, que ce soit aux récepteurs qui sont au niveau de l'endothélium. Je ne sais pas pourquoi on craint cette option. Vous savez, je vais vous dire que vous avez bien raison. C'est déjà utilisé, OK? Mais le seul problème, c'est aujourd'hui, c'est pas vraiment la crainte. La manière dont la recherche et la médecine fonctionnent, c'est une affaire de sous et une affaire de privilégier certains médicaments par rapport à certaines méthodes par rapport à d'autres. En tant que médecin, je pense que vous avez le devoir, vous, de faire votre propre choix et, comme j'aime bien dire, et assumer vos choix. Ça veut dire que vous pouvez donner au patient ce que vous estimez bien pour un patient, mais être prêt à assumer le choix. Parce qu'on a le poumon qui est affecté. C'est bien. Avant que d'autres organes. On pourrait développer ces inhibiteurs d'une méthode différente. Par exemple, par nébulisation, directement dans le nez et qui va aller directement dans le poumon et inhiber. Une application locale pourrait être développée et ça pourrait aider très rapidement et changer l'impact dans tout le corps. Parce que quand on parle de COVID, vous avez dit que pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, OK, mais tous les patients qui ont de COVID n'ont pas de problème cardiaque. C'est comme donner un médicament à quelqu'un qui n'est pas malade pour, par exemple, quelqu'un qui prend, je ne suis pas malade, je prends la chloroquine. Je dois prendre la chloroquine si je suis malade. Et pour un objectif bien particulier. Mais je pense qu'en tant que médecin, vous pouvez décider et trouver ce qui marche pour vos patients, parce que vous, médecins, vous êtes responsables de vos patients et que ce qui marche chez vos patients ne marcheront peut-être pas ailleurs. Et ce qui marche ici aux États-Unis ne marchera peut-être pas en Afrique. La question reste ouverte, mais merci pour la remarque. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? On va donner la parole à Anthony. Merci pour la parole. Moi, c'est le biologiste Anthony, au laboratoire du cinquantenaire. J'ai une préoccupation, puisque la majorité de nos patients sont des patients, non, des personnels asymptomatiques au COVID, après avoir fait le test. Alors, je suis en train de réfléchir, lors de la transfusion sanguine, est-ce qu'il faut-il ajouter les tests de COVID avant la transfusion? C'est ça ma préoccupation. Je pense que vous avez raison. Parce que ce qui se passe, c'est que vous prenez le sang. Je pense que ça sera développé. Ça veut dire que chaque patient qui va donner son sang doit faire un test de COVID. Chaque patient devrait faire ça. C'est comme ce qu'on fait pour le sida.
Le donneur de sang doit passer par le test de sida pour voir s'il n'est pas contaminé. Et je pense que ça sera la même chose pour le Covid. Pour ceux qui donnent le sang, pour ceux qui reçoivent le sang. Pour ceux qui reçoivent le sang, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est le donneur de sang qui aura un problème. Donc, il faut vraiment que ce test-là soit développé et que, en tant que laborantin, vous puissiez le faire de manière que ça soit une routine, voilà. Que ça soit une routine dans le laboratoire, c'est-à-dire on a le sang, le patient doit passer par un test PCR pour vérifier que le patient n'est pas atteint de COVID quand il est en train de donner son sang. Et s'il est atteint après, tant pis pour lui, mais bon, quand il donne son sang, qu'il ne soit pas atteint, quoi. Donc, voilà. Voilà. Mais avec le contexte, je pense que ça va être difficile, le contexte d'urgence. Si une personne a besoin de sang, la PCR, ça traîne avec nos conditions. Ici, ça prend 2 heures. Ça traîne et pourtant, une personne a déjà une anémie sévère, il décompense. Dans les 30 minutes qui vont suivre, il doit bénéficier. Je ne sais pas si on doit faire la PCR ou bien le test rapide. C'est un sujet à réflexion, des décisions, des nouveaux opérationnels au niveau du ministère pour étudier la faisabilité. Est-ce qu'il y a encore une autre question dans la salle? Docteur Lucas, est-ce qu'il y a une question? Voilà. Nous allons donner la parole à Dr Lucas, qui est le chef de département de gynéco-obstétrique. Merci beaucoup pour la parole accordée. Pour moi, le Covid, c'est une maladie quand même qui casse les pieds. Hein? Alors moi, j'aimerais un peu savoir, qu'ils nous disent un peu, comme vous venez de le dire là, et que bon, c'est Dieu, c'est la maladie, c'est quoi? On ne sait pas vraiment si c'est véritablement une maladie ou bon, c'est quelque chose, une malédiction. Ça, c'est la première question, ok? Parce que même à présent, ok, presque beaucoup de gens ont tendance même à ne pas croire à cette maladie, à tel enseigne que même partout, les mesures barrières ont tendance à se faire diminuer. On nous dit, c'est quoi cette maladie? Okay? Est-ce que vraiment, on peut espérer considérer ça comme une véritable maladie? Ça, c'est la première question, parce que nous sommes dans une situation sociétale. C'est vraiment quelque chose d'important. Okay? Voilà. De deux. Bon, il y a beaucoup de choses sur le Covid. Hein, voilà. Qui nous disent un peu à rapport un peu du vaccin. Hein? On en est où? C'est quoi ce vaccin-là? Parce que est-ce que c'est encore dans le stade expérimental? Et si le vaccin existe déjà, est-ce que c'est à la portée aussi de notre population? C'est un peu des préoccupations. Voilà. Docteur Bob, vous pouvez répondre. Hein? Docteur Bob, vous avez la parole. La problématique. Merci, docteur Lucas. C'est une très bonne question. Ce qu'on a à faire au Congo, c'est le problème de la culture. On a beaucoup de, comme on dit, des saint Thomas. Je ne crois que ce que j'ai vu. Si je n'ai pas vu, c'est que ça n'existe pas. La COVID-19, ce n'est pas une malédiction. La COVID-19 est réellement une maladie. Je le dis parce que j'ai des amis qui ont eu la COVID-19. J'ai travaillé avec des gens qui ont eu la COVID-19 et j'ai eu des amis qui sont morts de la COVID-19. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est une réalité. Une réalité. On peut s'estimer vraiment chanceux que le taux de mortalité ou le taux d'infection au Congo est moindre. Mais il faut aussi se dire quelque chose. On voit bien ici, les tests de Covid, c'est gratuit. Donc, moi, depuis que la Covid a commencé, je crois que j'en ai fait une dizaine de tests.
Si je pense que j'étais en contact ou je devais voyager avec quelqu'un, je fais un test. Donc, c'est plus facile de savoir le nombre de personnes qui ont la COVID. Au Congo, je pense que ça doit être à l'aéroport 45 $ ou 35 $ ou c'est payant. Je ne pense pas que je vais sortir 35 $ pour faire un test de COVID. Avec 35 $, on a un sac de riz. Peut-être la moitié d'un carton de poulet Wiki. Je ne vais pas faire ça alors que je n'ai pas des symptômes, aller me faire tester. La maladie existe. Notre culture, c'est j'ai envie de voir. Et le problème aussi, c'est il y a ce système de Covid Gates qui rend un petit peu les gens insensibles ou qui se disent il y a toujours une affaire d'argent là-dedans. C'est de l'argent. Ils veulent juste se faire de l'argent. Pour vous répondre, ce n'est pas une malédiction, ça existe. Si ça se présente comme une malédiction, celui qui va l'attraper est bien maudit. Mais je sais que mon oncle n'est pas maudit, mais il l'a attrapé. Mais ça existe, cette maladie. Le vaccin. Il y a des vaccins qui sont en mode expérimental parce que tout le monde veut avoir sa part du gâteau, mais il y a des vaccins qui sont confirmés et déjà utilisés. Ici, aux États-Unis, je pense qu'on est arrivé à quelque chose comme entre 2 et 10 millions de personnes vaccinées. Et ce n'est pas en mode expérimental. Mais je vais vous dire quelque chose. Le vaccin est développé dans une population. On a essayé de prendre des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges et toute la population mondiale. Mais cette population vit au même endroit, c'est-à-dire dans le même pays. C'est-à-dire qu'ils ont l'air qu'ils respirent qui est pareil. Ils mangent quasiment la même nourriture. Étant donné que c'est déjà développé, commercialisé, l'idéal, ça serait d'expérimenter ça maintenant, chez nous, où on mange du bon poisson, on mange ceci, et faire une petite étude, ce qui n'est pas expérimental, mais voir qu'est-ce qui marche chez nous. On ne peut pas commander pour des milliards de dollars de vaccins pour quelque chose qui va peut-être pas marcher dans la population du Congo. Il serait plus judicieux de commander quelque chose qu'on a testé dans une population et on dit oui, ça marche. Je pense qu'on a une équipe de OCC qui valide l'entrée et la validation des médicaments. Pourquoi cette équipe ne testerait pas en achetant 2, 3 flacons et tester, voir dans une population congolaise quels sont les effets de ces vaccins? Moi, je conseillerais que les gens puissent avoir ce vaccin-là. Mais aussi, je conseillerais que ce vaccin soit testé dans notre population avant d'être attribué. Quand je parle de notre population, je ne dis pas les Noirs. Je dis l'Africain qui vit en Afrique. Et je pense que ça pourrait réellement aider. Mais ce n'est pas en mode expérimental. C'est vendu, ça coûte cher et il faut réfléchir avant de commander. C'est comme si vous commandez un habit qui ne va pas vous convenir. Donc, je pense que ça ne serait pas l'idéal. Mais je pense que le vaccin a du potentiel pour nous aider, mais ça doit être testé chez nous, à la maison, et que les gens réellement sachent que, voilà, nous avons testé. Et ceux qui ont observé en Europe, aux États-Unis, c'est ce que nous observons ici en Afrique. Et je pense que tout le monde la plupart des médecins seront convaincus. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Voilà. Nous allons prendre une dernière question, s'il y en a. J'avais vu, David, vous aviez une question? On a déjà répondu. Il y a encore une autre question?
Monsieur Hassani, vous aviez une question? Oui, merci beaucoup, Dr Bob. Nous avions suivi vraiment avec attention votre intervention. C'est bien, mais néanmoins, quels sont les facteurs qui font que le pic de contamination en Europe ou en Amérique qui se diffère de notre contexte ici? Parce que ça fait longtemps qu'on nous promettait toujours en Afrique qu'on se prépare au pire. J'ai l'impression que le pire n'est pas encore. Il y a des facteurs qui font que la contamination ici en Afrique traîne par rapport dans d'autres contrées comme l'Europe et l'Amérique? Est-ce parce que nous mangeons plus de bio ou bien d'autres facteurs? En tant que chercheur, je crois que vous pouvez nous éclaircir là-dessus. Merci. Merci bien. Ce qui est vraiment d'intéressant, c'est une étude que j'aimerais aussi faire, c'est comprendre. Le virus est là et le virus est en pleine mutation. Au début, en mars, j'avais tweeté quelque chose disant que c'est un virus intelligent et qui change de forme et qui s'adapte. Et ce virus s'adapte. Aujourd'hui, la forme du virus la plus mortelle vient de l'Afrique du Sud. La plus mortelle du monde vient d'Afrique du Sud, alors que le virus a commencé en Chine. Aujourd'hui, quand vous venez d'Afrique du Sud, on ne vous laisse pas passer en Europe ou aux États-Unis. Parce que ce virus mute. On est au Congo. Comme on dit, Congo est l'Okwamakasi. La vérification du virus, je ne sais pas comment ça se fait. Le nombre de personnes diagnostiquées ou évaluées, comme je disais, le prix que ça coûte pour que quelqu'un dise que oh non, je vais aller payer autant d'argent pour faire le test de coronavirus. C'est trop élevé pour qu'on sache réellement le nombre de personnes. Bien sûr, on peut avoir des patients là-dedans qui ont le virus, mais qui sont asymptomatiques. Vous avez raison, comme je l'ai bien mentionné. On a la vitamine D, booste le système immunitaire. La vitamine A, le fer, tout ça, on retrouve dans ce qu'on mange, dans les bilolos, dans les matembele, dans le pondou, on retrouve toutes ces choses-là. Les oméga 3, on retrouve ça dans le poisson. La nourriture qu'on mange au Congo, il n'y a pas d'ajout d'hormones. Ici, vous pouvez manger un poulet de 8 semaines qui est à la taille plus grande que ma tête. Alors qu'au Congo, un poulet de 8 semaines est bien petit, ferme, avec toutes les protéines. Ce qui nous permet que le régime que nous utilisons là-bas est un facteur qui nous aide réellement contre cette maladie. Mais étant donné que ce virus est intelligent et il est en pleine mutation, j'ai peur que ce virus mute et induise une maladie encore plus forte. Et cela aura ciblé uniquement une certaine population. Raison pour laquelle je dis, la prévention, c'est la meilleure des choses. Croyez en l'existence de cette maladie, prévenez-vous. Ça ne coûte rien de prévenir. Oui, ça coûte un masque, ça coûte que vous soyez inconfortable. Mais c'est mieux que de vous retrouver dans les urgences ou ailleurs, où vous serez dans un très mauvais état. Voilà, merci beaucoup, Dr Bob, pour contribuer.
les pays qui enregistrent le plus grand nombre de cas mettent les moyens, font des campagnes, des grandes campagnes publiques de dépistage. Par exemple, en Afrique du Sud, aux États-Unis et partout ailleurs. Mais ici, notre politique, c'est seulement pour ceux qui présentent les symptômes. Parce qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir atteindre le plus grand nombre de tests et permettre une détection massive. Ça ne se fait pas. Vous avez déjà vu une campagne massif de la COVID-19 ici, il n'y en a pas. Mais ailleurs, aux États-Unis, en France et partout ailleurs, il y a plusieurs postes de dépistage gratuits de la COVID-19. C'est ce qui en fait en sorte que ailleurs, le pouvoir de le taux de dépistage est plus élevé que chez nous ici. Il y a une très, très faible capacité de dépistage des cas. Et même pour les laboratoires, ils sont limités dans la capacité en termes de nombre d'échantillons à examiner par jour. Ailleurs, vous allez voir, ce sont des grands nombres. En 24 heures, on peut avoir des milliers d'échantillons, mais ici, chez nous, au Congo, c'est seulement une centaine d'échantillons. Donc, plusieurs facteurs entrent en compte au-delà de ce que Dr Bob a dit. Je pense qu'on est à 15h52 minutes. Nous tenons sincèrement à remercier Dr Bob que nous avons pris à pied levé le samedi, parce que l'orateur du jour, c'était Dr Karim, le médecin canadien d'origine algérienne qui n'était pas disponible. Normalement, Dr Bob devait faire la modération aujourd'hui, mais il a accepté de pouvoir préparer cet exposé et de pouvoir nous le présenter avec une capacité d'une haute facture scientifique. Je nous demande de pouvoir l'encourager, en l'acclamer très fort. Merci à vous. Merci à vous. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. On travaille ensemble pour le Congo, pour un Congo où la santé ne sera pas un luxe, où la santé sera pour tout le monde. Et malgré les conditions, les situations dans lesquelles vous exercez votre métier, j'ai beaucoup d'appréciation et beaucoup de respect pour vous, qui êtes médecin, infirmier et dans le domaine médical, qui travaillez dans les hôpitaux avec les moyens que vous avez. Vous faites des grandes choses et merci à vous. Et je pense que c'est à moi de vous acclamer pour tout ce que vous êtes en train de faire et continuez à faire ce que vous faites. Et je pense que le Congo va changer. Merci à vous. Voilà. Nous tenons à remercier Dr Bob. Nous tenons à remercier tous d'avoir été là. Le lundi médical, comme on le disait, c'était une graine de sévéné qui est en train de germer, devenir un grand arbre sur lequel plusieurs oiseaux du ciel se mettent. Et nous pensons que Dr Bob, ça ne sera pas la dernière fois. Les autres opportunités, selon votre charge de travail, si vous avez le temps, on ne manquera pas à vous contacter pour les autres épisodes scientifiques dans le cadre de lundi médical. Et nous tenons à rappeler que le lundi prochain, nous serons avec Dr Dadi. Il va exposer à partir soit de Kinshasa, soit de l'Ituri. Mais je pense bien que ce sera à partir de Kinshasa. C'est notre médecin directeur qui est en congé. Nous allons suivre l'exposé sur l'examen du nouveau-né. Question pour nous de pouvoir nous mettre à jour, nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire. Alors, nous tenons à rappeler à toute l'équipe que le lundi prochain, nous allons faire un shooting avec les uniformes à lundi médical. Nous invitons tout le monde à mettre son uniforme lundi médical. Le lundi médical prochain, juste après, donc à 16h, nous allons faire un shooting pour que nous puissions concevoir le billboard de lundi médical. Nous remercions la présence de tous ceux qui ont été en ligne dans la salle Zoom. Certains nous ont quittés pour des raisons de service. Et nous ne pouvons que vous souhaiter à tous et à chacun un bon après-midi. Merci.